9e album du journal d'un hédoniste, L'Éternité sans bord est un carnet de réflexion et vient provisoirement compléter plusieurs années, presque plusieurs décennies d'observations personnelles et de pensées philosophiques de Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Merci d'être sur TVN pour présenter cet ouvrage. Arrêtons-nous quelques instants, si vous le voulez bien, sur le titre de ce journal hédoniste. Je l'ai dit, L'Éternité sans bord. Cela évoque une notion, on va dire, métaphysique. Cela semble même convoquer un horizon spirituel, alors que vous rejetez toute transcendance. N'est-il pas une contradiction à parler d'éternité en se réclamant d'un matérialisme athée ? Non, parce que c'est une expression que j'emprunte à l'astrophysique contemporaine. Donc c'est sur les modèles d'univers, donc il y a une éternité sans bord. Elle existe, elle a été théorisée par Jean-Pierre Luminet, par exemple. Je suis un amateur d'astrophysique et pratiquement tous mes titres renvoient à des comètes, à des volcans, à des puissances dans la nature. Si vraiment on voulait s'installer sur un registre religieux, ce serait plutôt païen que catholique, par exemple, ou chrétien. Et je suis très en relation avec les spiritualités en disant mais le christianisme n'a pas le monopole de la spiritualité. C'est pas parce qu'il y a l'histoire d'un Jésus, Marie, Joseph, Dieu, etc., que pour autant la spiritualité serait finie, serait terminée. La spiritualité, ce serait ça. En dehors de ça, il n'y aurait pas de spiritualité. Non, il y a même des spiritualités athées, mais il y a des spiritualités bouddhistes, il y a des spiritualités... Dès qu'on se soucie de l'esprit, on est dans la spiritualité, et je revendique le fait de pouvoir convoquer l'astrophysique pour pouvoir faire de la métaphysique. Parfait. Alors, l'ouvrage débute par un chapitre offensif, mordant, intitulé « Une embellie dans les vies difficiles ». Une phrase de Léon Blum pour qualifier juin 1936, le Front populaire et son idéal. Et vous posez la question, qu'est-ce qui explique que le Front populaire ne soit pas pensé, ne soit pas en fait l'objet d'études sérieuses? Et votre réponse, elle est lapidaire. La gauche conceptuelle n'a que mépris pour les vies difficiles. C'est vrai? Oui, parce que moi je déteste la Révolution française. Je préfère 1848 éventuellement, où on voit des gens qui ont le souci du concret, du réel. Ce sont les idées qui mènent 1789. Les concepts, la liberté, l'égalité, la fraternité, la citoyenneté, l'homme nouveau, la régénérescence, enfin toutes ces choses-là. On a des intellectuels qui sont au pouvoir, pour le coup, des avocats par exemple, des journalistes, et qui s'occupent d'envoyer les gens à la guillotine. Et c'est pas le cas, par exemple, même dans la commune. La commune, elle commence de manière très concrète, puis elle se termine dans le sang, mais c'est pas les communards qui commencent à tirer, si vous voulez. Et là, on a le souci par exemple, d'abolir la peine de mort, enfin du moins de brûler la guillotine. 1789 construit les guillotines, 1871 brûle les guillotines. Donc je fais mon marché dans cette histoire en disant vous ne me trouverez jamais du côté des jacobins, des robespierristes, des gens qui font couler le sang, des centralisateurs, des gens qui détestent le peuple, par exemple. Éric Nolot, quand il fait compte-rendu de votre ouvrage, dit la gauche d'inspiration totalitaire a trahi les idéaux du Front populaire. Est-ce que c'est pas la gauche tout court qui a trahi les idéaux du Front populaire dès le départ? Dès le départ. Alors c'est compliqué le Front populaire parce que ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'est pas Léon Blum qui a décidé des choses en disant c'est le peuple qui a obtenu avec ses grèves un certain nombre de choses qu'on crédite aujourd'hui, qu'on met au crédit du Front populaire, ce qui est vrai. On dit le Front populaire, les congés payés, etc. Mais au départ, le pouvoir n'avait pas l'intention de lâcher tout ça ou de donner tout ça. Ce sont simplement des gens qui ont dit on arrête et puis on demande ça. Et, évidemment, les grèves ont permis l'obtention sans violence, c'est ça qui m'intéresse aussi, des avancées sociales. Au moment où d'autres pays s'armaient, se faisaient très menaçants. Alors le Front populaire, comme vous savez, ce sont les radicaux de gauche, ce sont les socialistes et les communistes. C'est-à-dire vraiment, ça fait un arc assez large. Et les communistes avaient des idées qui n'étaient pas celles des radicaux socialistes. Et il fallait à l'époque tenir les trois composantes. Donc il y a eu des compromissions, des concessions. Que fallait-il faire aujourd'hui? Attaquer Adolf Hitler? C'est nous, je rappelle, qui avons déclaré la guerre à Adolf Hitler. C'était pas forcément une bonne idée. Et il y avait peut-être d'autres choses à faire ailleurs et autrement. C'est-à-dire que quand il se passe des choses en 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, on avait le temps de faire de la politique à ce moment-là. Et ça ne s'est pas fait. Pour parler comme Macron, on pouvait peut-être penser guerre plutôt que penser vacances. Vous voulez dire, ah oui, non, moi je reste un homme de gauche sur cette question du temps de travail, sur cette question de la difficulté du travail. Je lisais l'autre jour des textes de communards justement qui décrivaient les conditions de travail des enfants.
il y avait, dans 1871, des gens qui pensaient que les enfants devaient travailler, que ça leur apprenait la politesse, la courtoisie, le civisme, que ça rapportait de l'argent à la maison, et qu'après tout, ils étaient beaucoup mieux là que de faire des bêtises dans la rue. Et puis, ou alors des gens qui disaient, mais les enfants, c'est très bien dans les mines de charbon, parce que quand ils sont petits, ils peuvent aller très loin dans la veine qui s'avère une petite, et ils vont être à quatre pattes, et ils vont extraire le charbon, et si vous ne permettez pas le travail des enfants, on ne va pas être compétitif sur le terrain européen, les Anglais le font, donc voilà. Donc la gauche, ça existe, elle dit, à la Victor Hugo, je dirais, sortez les enfants des mines, mettez-les plutôt dans les écoles. Et puis la droite, elle dit non, on n'a pas besoin forcément d'école, on a besoin de gamins qui travaillent et qui ramènent de l'argent à la maison et qui en même temps font tourner la machine. C'est encore le cas aujourd'hui. Léon XIV vous dirait que Léon XIII avait, dès 1890, fait une doctrine sociale de l'Église dans laquelle il y avait déjà cette souci social, y compris pour les enfants, pour les femmes. Oui, alors la doctrine sociale, parlons-en concrètement. La gauche n'était pas là. Non, mais la doctrine sociale, c'est il ne faut pas que les hommes se mettent à boire, il faut qu'il y ait de l'hygiène, il faut qu'on fasse des enfants, il faut que la famille se soit, etc. etc. Les enfants ne travaillent pas. Comment ? Et que les enfants arrêtent de travailler en bas âge, à des tâches difficiles. C'est aussi ça, la droite sociale. À cette époque-là. À cette époque-là, ça passe par les jardins ouvriers. Pardon ? La gauche n'a pas amené non, la gauche fin n'a pas le monopole du enfants. cœur, s'il faut le dire comme ça. Mais ça se fait avec la charité. Et la charité, c'est toujours le contraire de la justice. Moi, je préfère que, plutôt que de dire vous allez sauver votre âme en travaillant ou en aidant vos parents, je ne sais quoi, on puisse dire on fabrique de la dignité. Il ne s'agit pas de sauver des âmes parce qu'on ne va pas boire son salaire dans le café du coin. Ce chapitre cache derrière l'évocation de 1936 aussi plusieurs, alors ce qu'on pourrait appeler falsifications de l'histoire, qui concernent le rôle du Parti communiste pendant, puis d'ailleurs après la guerre. Les communistes ont collaboré, vous dites, activement avec les nazis pendant les 2 premières années de la Seconde Guerre mondiale. Et bien de dire cela, ça reste encore difficile. Oui. Et c'est même difficile à comprendre pour des gens. C'est-à-dire que quand je leur explique ça, ils me disent mais non, mais c'est pas possible. La mythologie a été suffisamment bien construite et verrouillée par les communistes après-guerre, et avec le silence un peu complaisant du général de Gaulle, mais il fallait tenir ces gens-là qui, eux, prenaient leurs ordres à Moscou. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces gens ? Est-ce qu'on leur dit « Ah, mais vous avez collaboré pendant 2 ans, donc je vous écarte. Mitterrand, vous étiez pétainiste et cagoulard, donc je vous écarte. Un certain nombre de vichistes et de maréchalistes, etc. etc. » Non, le général de Gaulle, il dit « Je prends tout le monde, sauf les collaborateurs. » Le collaborationnisme, c'est de dire plutôt l'Allemagne que la France, donc ces gens-là, je n'en veux pas. Les autres, je les prends. Et quand il gouverne avec les communistes, d'abord il les désarme, juste après la libération, parce qu'il y avait toujours le risque d'une révolution armée et l'installation d'un régime franchement communiste et pro-soviétique à Paris. Et le général de Gaulle a obtenu ça. Et en contrepartie, il fallait bien leur donner 2 ou 3 autres choses. Eh bien, on ne leur donne pas les ministères régaliens. On ne va pas donner aux communistes l'économie, l'armée, la justice, la police, par exemple. Donc, on leur donne la recherche, la culture, l'université, le monde des médias, etc. On nomme Malraux, qui vient du Parti communiste, sans avoir été communiste lui-même, mais compagnon de route. Et puis, on fabrique un récit d'une gauche qui a été résistante de la première heure, qui a été fantastique. La CGT et le PC donnent de l'argent à René Clément qui fait la bataille du rail, et on voit que les cheminots ont été des gens formidables. On oublie juste que pendant 2 ans, les cheminots, ils font pas grève quand il s'agit de piloter les trains pour aller emmener des juifs dans les camps de concentration. Alors ça, on n'a pas le droit de le dire, mais c'est la vérité, donc je le dis. Ah là, vous faites tomber toutes les statues de la mythologie, hein. C'est le taliban anticommuniste maintenant. Oui, mais moi, j'ai jamais été communiste. J'ai rien à me faire pardonner. J'ai jamais été communiste et j'ai jamais été trotskiste, j'ai jamais été maoïste. D'accord, mais Maurice Thorez, ramené à son rôle de traître et de déserteur. Guy Môquet, qui, je cite, a été incarcéré non pas pour avoir appelé à résister contre les nazis, mais au contraire pour avoir invité à collaborer avec l'occupant nazi. Ça, c'est faire tomber les statues. Ah oui. Et c'est la vérité, là encore. C'est-à-dire que moi, je dois mes informations à Liègre et Berlière, qui ont fait un très beau livre qui s'appelle L'affaire Guy Môquet. Je suis tombé de ma chaise. Petit livre. Très efficace, très rapide, très factuel, où on nous dit tel jour, telle date, telle heure, il se dit ceci, se dit cela. Guy Môquet distribue des tracts, voici ce qu'il y a dans les tracts. Ce sont des tracts défaitistes qui invitent, en vertu du pacte germano-soviétique, à collaborer avec le régime d'Adolf Hitler, sous prétexte que les prolétariats ont en commun des ennemis, la City, Londres, le capitalisme et les Juifs. Et donc ça dure 2 ans. Et si ça ne dure que 2 ans, c'est parce que Hitler envahit unilatéralement l'Union soviétique, c'est l'opération Barbarossa, et là, d'un seul coup, les soviétiques se disent on s'est fait avoir, et ils rentrent dans la résistance. Ils rentrent, eux, dans la guerre, et puis les communistes français entrent dans la résistance. Mais il y a quand même eu ces 2 années. On pouvait être résistant dès le 18 juin 1940, en suivant le général de Gaulle.
Vous faites même un sort à la notion du parti des 75 000 fusillés. Oui. C'est quand même une notion que même un communiste actuel, Yann Brossa, version édulcorée du communisme, néanmoins un des chefs du parti communiste, continue à maintenir. Ah mais oui, je l'ai entendu, lui. Mais même sur d'autres sujets, on sait qu'il est homosexuel, qu'il est marié avec un homme, il a fait savoir ces choses-là, donc il fait savoir que le Parti communiste est à la tête des combats LGBT depuis toujours. Maurice Thorez était contre la pilule et l'avortement. Jeannette Van der Merch, son épouse, était contre, en disant mais il n'est pas question que les femmes, les ouvrières aient les mêmes vices que la bourgeoisie, et qu'il y ait des coucheries sans fin. Il faut faire des enfants, et donc les vices de la bourgeoisie ne sont pas réservés au prolétariat. Et puis il n'y avait pas d'homosexualité, ça n'existait pas, c'était un vice bourgeois. En Union soviétique, il y avait 0 homosexuel. Enfin, bon, je veux bien que le PC soit devenu ce qu'il est devenu, mais il a été très anti-homosexuel, très anti-libération des femmes. Alors maintenant, évidemment, ils ont réécrit l'histoire, et toutes ces choses-là sont passées sous silence. Qui connaît aujourd'hui l'existence de Jeannette Van der Merch, les textes qu'elle a écrits elle-même pour fustiger l'avortement, la contraception et la sexualité libre. Vous procédez à un vrai chamboule-tout dans ce domaine-là, au nom de la vérité, où il y a un autre dessein. Vengeance. Ça vous amène à quoi? En fait, ça amène à quoi que nous sachions aujourd'hui que le Parti communiste mentait, falsifiait? Est-ce que ça change électoralement quelque chose, déjà? Oui, parce que par exemple, on ne parle de Marine Le Pen que pour dire que le Front National a été construit par des Waffen-SS. Il y a une liste, on sait qui a construit le Front National. Il y a eu effectivement des gens de la LVF, des Légions volontaires français, donc des nazis français qui sont allés sur le front russe, mais il y a aussi des résistants, il y a aussi des gaullistes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on estime que quoi que fasse Marine Le Pen, quand elle change le nom du parti, quand elle dit sur la question juive exactement le contraire de son père, quand elle nous dit que son père a dit des choses qui correspondaient à un tempérament, un caractère, une époque, mais qu'elle, c'est plus du tout son cas, quand on la voit aujourd'hui défendre Israël et pas soutenir le Hamas, alors qu'il y avait une grande politique pro-palestinienne dans cette extrême droite à l'époque, quand on continue à dire qu'elle est d'extrême droite alors qu'elle est une espèce de droite que je dirais chiracienne, je dis ce sont 2 poids 2 mesures. On ne dit pas que Yann Brossa aujourd'hui ou Fabien Roussel, il a collaboré pendant 2 ans avec les nazis. Personne ne dit ça. Donc on ne dit pas, par exemple, que les socialistes ont fait savoir en 1974, je crois, congrès d'Épinal, d'Épinay, que quiconque ne voulait pas rompre avec le capitalisme ne pouvait pas être dit socialiste. Tout le monde a évolué. On ne dit pas que René Dumont, par exemple, a fait l'éloge de l'agriculture productiviste dans des revues pétainistes de l'agriculture productiviste nationale-socialiste. C'est-à-dire, on ne dit pas, regardez, il était écologiste, c'est le premier candidat écologiste, eh bien, vous descendez, vous, etc. Alors oui, pour Jean-Marie Le Pen, mais aussi, dans ces cas-là, allons-y avec Dumont, allons-y avec les autres. Donc, je dis juste que c'est bien de faire de l'histoire, mais en même temps, cette histoire-là, elle doit éclairer notre quotidien, notre pensée. Je retiens une phrase que vous venez de dire, tout le monde a évolué, tout le monde. Parce que beaucoup d'intellectuels ont été mis à l'échafaud pour avoir dit la même chose que vous, mais il y a plusieurs décennies de cela. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui vous faire le reproche d'avoir été, à cette époque, un intellectuel engagé contre eux, un intellectuel qui les combattait, qui appelait à voter Mitterrand, qui appelait à voter pour Jucas, bien communiste, Mitterrand, pour Besancenot. Mitterrand une fois en 4... Non, alors après il faut refaire... Je pose la question. Vous avez raison. Voilà, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous comprenez? Oui, bien sûr. Mais je dis simplement, montrez-moi les textes dans lesquels je fais l'éloge de Mélenchon, par exemple. Il n'y en a pas. Aucun. Vous avez été engagé, par exemple, contre Jean-Marie Le Pen. Vous citez Marine Le Pen. Vous êtes engagé contre Jean-Marie Le Pen. De manière très ardente, très virulente, même. Virulente, non. Je disais qu'effectivement, quand les gens... un intellectuel, c'était... Non, j'ai créé l'Université populaire pour lutter contre les idées d'un Jean-Marie Le Pen qui faisait des plaisanteries antisémites et qui, dans la vie privée, défendait des positions négationnistes, révisionnistes, etc. Je me suis peut-être l'un qui des disait rares que en France. Mitterrand avait collaboré jusqu'en 1943, qui disait que les communistes, c'était un parti 75 000 fusillés. Il disait tout cela aussi. C'est ce qui lui valait aussi l'opprobre. Oui, j'entends bien. Non, mais là, je réponds à votre question sur... j'ai lu, moi, les 2 fois 400 pages des mémoires de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen fait l'éloge de Brasilia, qui nous fait l'éloge de la collaboration en disant qu'elle n'a pas été si terrible que ça. Il nous dit que la résistance, il ne faut pas exagérer, elle était dommageable pour la France. Enfin, il y a plein de choses qui montrent que Jean-Marie Le Pen, c'était pas Marine Le Pen. Donc je ne regrette pas d'avoir combattu... Vous dites virulent, oui, sûrement, peut-être, mais...
Non, je l'ai fait en créant une université populaire. En disant si les gens mettent Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles, c'est-à-dire que ça ne les gêne pas de voir cet antisémitisme, cette célébration du passé fasciste français, eh bien c'est parce qu'il leur manque de la culture. Et donc, on fait plus virulent que ça. Je disais juste, si on fait vraiment ce que Proudhon appelle de la démopédie, c'est-à-dire de l'éducation populaire, et qu'on explique qui fait quoi, à ce moment-là, les gens votent pas pareillement, votent différemment. Je poursuis. Sur Mélenchon, par exemple, quand vous dites Mélenchon, Besancenot, etc., c'est des trucs qui tournent sur le net. Je n'ai pas dit Mélenchon. Hein. Moi, non, c'est moi qui vous en parle. Juquin, oui, Juquin, ça c'est avéré. Oui, on est d'accord. Il est un communiste. Communiste dissident, c'est un communiste quand même. Dissident, c'est pas exactement la même chose. C'est pas un libéral. Non, mais c'est comme Robert Hue, ça prépare Robert Hue. Sauf qu'à l'époque de Juquin, ça n'est pas la ligne officielle, mais à l'époque de Robert Hue, ça devient la ligne officielle. Et on voit bien que... Non, mais me dites, j'étais pas communiste, vous appelez à voter pour un communiste. Ne serait-ce qu'il est dissident, mais il est bien un communiste. Juquin, c'est un produit du Parti communiste. J'ai pas appelé à voter pour, j'ai dit que je votais pour. Moi, j'ai jamais été militant. J'ai jamais dit qu'il fallait distribuer des tracts pour Juquin. J'ai dû dire effectivement que j'allais voter pour lui. Simplement, c'est à l'issue d'une émission de Laurent Ruquier où il me dit « Ah, au fait, vous allez voter pour qui la fois prochaine ?» Je sais pas. C'était, je sais pas, peut-être 8-10 mois, non, enfin, quelques mois avant une élection. Et puis il me dit, il n'y a personne qui vous intéresse. Je dis, non, pas vraiment tout de suite, non. Il me dit, mais si Mélenchon y allait... il n'était pas encore candidat, donc ça vous renseigne sur les dates. Moi, je ne les ai pas en tête. Enfin. Et bien, je dis, ah oui, Mélenchon, ça m'intéresse. À l'époque, il était dans une logique Jaurès, général de Gaulle. C'était un peu la logique républicaine, à l'Achevènement un peu. Et moi, je suis toujours fidèle à la gauche de Jean-Pierre Chevènement. Et puis après, il s'est présenté comme candidat. Et là, on l'a entendu dire que Cuba n'était pas une dictature. Donc là, j'ai dit clairement, non, fini. Ce type, je ne soutiendrai pas quelqu'un qui dit que Cuba est une dictature. Et après, voilà. Ensuite, sur... Besancenot, il a fait l'éloge de Louise Michel. Et moi, ma gauche, elle est libertaire. C'est celle de Proudhon, c'est celle de Louise Michel. Et quand il dit, bon, la 5e internationale, les trotskistes, tout ça c'est fini, la faucille et le marteau, c'est terminé. Il faut faire un grand mouvement, il faut être mouvementiste et un grand mouvement antilibéral. Et c'était ma gauche, c'est toujours ma gauche. Je ne suis pas libéral, moi. Un libéral, c'est quelqu'un qui dit le marché fait la loi. Le marché fait la loi à l'hôpital, le marché fait la loi à l'école, le marché fait la loi dans l'édition. Bah, c'est le macronisme, hein, le libéralisme. Donc j'étais contre ça, et contre le libéralisme de cette époque-là, et pour la proposition mouvementiste. J'ai été extrêmement déçu, comme beaucoup l'ont été. Il y a eu un apport massif de voix à Besancenot à cette époque-là, avant que les gens ne comprennent que c'était une opération publicitaire et que le mégaphone qui remplaçait la faucille et le marteau, ça donnait ce que ça donne aujourd'hui, mais pas grand-chose sur un terrain concret. C'est de la revendication, etc. Donc il y a eu plein de moments comme ça où on dit « Ah, le tournant de Michel Onfray, il est quand même parti de loin, il y a eu ceci, il y a eu cela, etc. » Puis le tournant, il est tellement loin qu'aujourd'hui, il est devenu quasiment d'extrême droite, fasciste, etc. Je pense que c'est excessif dans les deux cas. D'accord. Alors on poursuit sur le... C'est moi qui vous ai un petit peu dérivé de l'ouvrage, parce qu'on passe des falsificateurs de l'histoire aux falsificateurs des mots. Et dans votre viseur, alors vous avez Jean-Claude Milner, qui est peut-être assez peu connu de téléspectateurs, et c'est tant mieux, mais de mon point de vue, mais ce sera le seul point que je vais mettre dans cette émission. C'est un linguiste qui s'est adressé à sa façon aux Français, qui est surtout, dans votre regard, réhabilité Robespierre. Et c'est un auteur finalement maoïste qui a fait l'éloge de la terreur, quoi. Et là, vous n'y allez pas par quatre chemins, c'est vous tirez à boulet rouge. J'ai fait une lecture ligne par ligne, quoi. C'est-à-dire vraiment plume à la main, je me dis, mais c'est impossible de balancer autant de sottises, de bêtises, de contre-vérités historiques, de méconnaissance de l'histoire, et puis surtout de réhabiliter un personnage qui pour moi, est ce que la Révolution française a produit de pire. Le jacobinisme, le gouvernement par la terreur, la loi sur les suspects. Vous n'avez pas la bonne tête. Vous dites, moi je suis révolutionnaire, je défends la Gironde. On dit, c'est pas assez de zèle, vous n'avez pas manifesté assez de zèle. Des tribunaux d'exception dans lesquels il n'y a pas d'avocat, etc., etc. Je dis, mais on peut peut-être se choisir un autre héros dans la Révolution française que de se choisir Robespierre. Et d'ailleurs, Robespierre est choisi par Zizek, il est choisi par Badiou, il est choisi par celui-ci, là, et puis par une grande partie des gens de la France insoumise. Et je dis, c'est un programme, donc ça me permettait aussi de dire que j'étais anticommuniste et que je le reste. Ça, vous ne pourrez pas trouver des éloges du communisme. Moi, ce qui m'intéresse chez Juquin, c'est qu'il dit, il faut faire une espèce
de grand nettoyage dans le Parti communiste. Alors c'était, on arrête la faucille, le marteau, le drapeau rouge, la mythologie, etc. C'était une espèce de gauche démocratique, ce que proposait Juquin. Ça fera 60%. Pardon. Oui, non, rien, hein. bien sûr. Oui. Ma question est toute simple. Est-ce que Milner est un cas isolé, hermétique, abstrait, complexe, ou est-ce que c'est le symptôme d'un retour plus large des idées, de la terreur au sein de l'extrême gauche? Parce que quand on voit par exemple à l'Assemblée nationale un député quelconque de LFI faire l'éloge de Robespierre ou se dire robespierriste, est-ce qu'on peut parler de scorie ou finalement d'un mouvement beaucoup plus profond? Non, moi je pense qu'il n'a pas cessé d'exister, ce courant robespierriste. Et que, par exemple, la Révolution française, que moi j'ai lu, alors j'ai eu une évolution moi aussi, je veux dire que quand je lis la Révolution française et que j'ai 20 ans, je ne dis pas la même chose qu'aujourd'hui. Moi, j'ai mis, je sais pas, il y a 40 ans de travail derrière, donc 40 ans de lecture. Donc, effectivement... donc, vous avez évolué. Oui, c'est bien sûr. Oui, parce qu'on a des informations qu'on n'a pas à 20 ans. Vous avez évolué sur d'autres domaines? La psychanalyse, par exemple. Oui, j'ai écrit un Freud avec une préface dans laquelle je dis que quand j'ai découvert la psychanalyse, j'y ai cru parce que j'ai 15-16 ans et que c'est publié au livre de poche, que c'est publié chez Gallimard, que je rentre en terminale et que mon prof de philo me fait un cours sur la psychanalyse et que j'y crois, que je vais à l'université, je fais des études de philo et je suis un enseignement de psychanalyse. Donc j'ai 17 ans, je suis à la fac, j'ai un prof de psychanalyse qui m'explique des choses très concrètes, enfin comment on guérit, par exemple, un strabisme après avoir regardé une pendule de travers quand son père était en train de mourir et qu'on n'a pas voulu qu'il nous voie en train de regarder la pendule, etc. Bon, moi je prends des notes et puis voilà. Et quand je fais le travail par moi-même, au moment où paraît le livre noir de la psychanalyse, parce que là j'avais démarré l'université populaire, je me dis, il y a des gens qui vont avoir lu ce livre, dont je pensais, comme Rodinesco, que c'était fait par des gens qui travaillaient pour les trusts pharmaceutiques, etc., etc. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais si c'est vrai, alors c'est une catastrophe. Et quand j'ai fait le travail par moi-même, que je n'aurais pas pu faire à 17 ans, d'abord parce que je n'avais pas le bagage intellectuel, mais ensuite parce qu'il nous manquait des choses. Il y avait des biographies n'avaient pas été publiées. Il y a eu une biographie de Jones, qui était une hagiographie qui a fait la loi pendant des années. Il n'y avait pas de correspondance, et moi je travaille beaucoup sur les correspondances. Et là, quand on met en perspective, c'est ma méthode, l'œuvre complète, qu'on la lit chronologiquement, qu'on met ça en perspective avec des biographies bien faites, et pas des hagiographies, plus la correspondance. Là, on a l'économie de l'œuvre. Et j'ai dit, oui, simplement, ça ne soigne pas, ça n'est pas une science, ça ne guérit pas, c'est une mythologie, etc., etc. Donc oui, sur ce sujet, j'ai évolué. Je dis ça pourquoi cette notion d'évolution, parce que par exemple, vous réhabilitez dans l'ouvrage un auteur, un penseur, bien connu de TVL, c'est Alain de Benoît. D'ailleurs, je crois que vous avez fait une des premières rencontres télévisuelles avec Alain de Benoît ici sur TVL, autour de Proudhon. C'était une émission pour nous phare, il y a, je crois, de cela près de 8 ans. Et je vous pose la question de l'ostracisme dont a été victime Alain de Benoît. Celui dont a été victime quelqu'un comme Reynal Sécher, qui avait évoqué le terme de génocide en parlant de la Vendée, et que vous reprenez aujourd'hui dans l'ouvrage à vous-même. L'ostracisme dont a été victime un intellectuel comme Jean Raspail pour avoir dénoncé, évoqué l'invasion migratoire. Est-ce que cet ostracisme-là, aujourd'hui, vous considérez qu'il était honteux, et est-ce qu'il vous touche, vous, maintenant? Est-ce que vous êtes victime de cet même ostracisme? Mon cas n'est pas très important, mais oui, la réponse est oui. Mais moi, je lis Éléments depuis que j'ai 20 ans. Vous le dites d'ailleurs, oui. Vous l'écrivez. Donc, je n'ai jamais sous-estimé la pensée d'Alain de Benoît, je n'ai jamais dit du mal d'Alain de Benoît. Jamais. Je ne pense pas que vous trouverez une ligne de moi disant que auteur fasciste ou je ne sais. J'ai jamais pensé ça. J'ai toujours respecté son œuvre. J'ai eu l'occasion de le rencontrer 2 ou 3 fois. Je respecte aussi l'homme. Et là-dessus, je n'ai jamais rien dit contre lui. Non. Sur Jean Raspail, j'ai rien dit. Parce que je ne l'ai pas lu. J'ai commencé le camp des saints et je ne l'ai pas fini. Il est à la tête de mon lit, donc je l'ai commencé il y a 6 mois. Je prends Reynal Sécher, il est quand même intéressant. Il est professeur, il est dans l'université. Oui. Vous savez qu'il va être ostracisé, mis à bas, mis au banc de l'université, du monde universitaire. Il souffrira évidemment pour un mot. Ce mot, vous le reprenez à votre compte aujourd'hui. Et ça veut dire que vous considérez que ce qu'on lui a fait, le sort qui lui a été réservé, était scandaleux. Oui, bien sûr. Et ça, je l'ai su, là vous me prenez en défaut, mais j'ai lu un livre de lui où il raconte le détail de tout ça, qui est publié chez lui, donc, où il explique qu'on vient lui donner une mallette d'argent en lui disant si vous voulez ne pas soutenir votre thèse, ce serait bien, si vous la soutenez, d'abord vous n'aurez pas les avantages qu'on vous propose, et puis en même temps on va vous pourrir la vie, etc. Donc là je me suis dit...
Effectivement, il y a quand même, sauf à ce qu'il mente, mais je ne crois pas. Et je me suis dit, effectivement, il faut reconsidérer cette chose, d'autant que le mot génocide était aussi employé par des gens qui pensaient que la vérité, c'était les prêtres, c'était la contre-révolution, qu'il fallait faire son choix et son camp, choisir son camp, pardon. Et moi, quand je travaille et que je veux me faire mon avis en disant, mais il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, est-ce que c'est vrai ? Eh bien, je suis sur plusieurs chantiers en même temps, mais je ne suis pas un monomaniaque, je n'ai pas passé ma vie sur la Révolution française. Donc à un moment donné, je lis ce livre et je suis convaincu. Sur Alain de Benoist, je n'avais pas besoin de lire ses livres, puisque je lisais Éléments, et que je trouvais, et je trouve toujours d'ailleurs dans Éléments, des analyses de grande qualité, d'Alain de Benoist bien sûr, mais aussi de plein d'autres personnes, et vous ne trouverez pas non plus de ligne qui soit agressive sur Alain de Benoist, sur Éléments, parce que je sais quand je les ai lus, comment je les ai lus et comment je les ai pensés. Vous avez évacué rapidement l'ostracisme dont vous êtes la victime. Oui. Aujourd'hui, oui. Vous n'avez pas sur le service public, oui. on le sait, mais cet ostracisme-là, qui se visualise par le fait d'être interdit d'antenne sur les chaînes d'État, vous le considérez qu'il est dû à quoi ? À la dénonciation de la fachosphère de gauche, comme vous dites, ou est-ce que c'est la dénonciation de l'islamisme, ou c'est parce que le fait que vous avez évolué et que cette évolution n'est pas acceptée dans une gauche qui reste profondément sectaire quelquefois et n'accepte pas de se remettre en question? Vraiment, sincèrement, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas. Si je veux être un peu mesquin, je dirais j'ai écrit des textes très ironiques contre Macron, et on m'a fait payer mon insolence. Ça peut être ça. Je n'en sais rien, vraiment. Mais je pense que le voile s'est déchiré pour moi quand j'ai fait mon livre sur Freud. C'est là que j'ai découvert que cette gauche-là avait des méthodes de mafieux. Un peu comme si on ouvrait d'un seul coup un rideau, puis le rideau se ferme, mais vous avez eu le temps de voir ce qui se passe derrière, quoi. Et là, quand j'ai vu Madame Roudinesco construire une campagne contre moi, une campagne de presse pour dire que j'étais antisémite, faire une pétition de 1000 noms avec une cinquantaine de Chinois. Elle avait un fichier, mais une cinquantaine de Chinois qui n'avaient pas eu le temps, alors ils lisaient le français, mais qui interdisaient la diffusion de mon cours sur France Culture au nom de la liberté d'expression. Au nom de la liberté d'expression. Après, on a dit qu'il n'y avait pas de notes dans mon livre, qu'il n'y avait pas de bibliographie. Il y a une bibliographie d'une 30aine de pages. Il y a juste une note, elle a raison, dans ce livre, parce que je dis, je ne vais pas faire de notes en bas de page, parce que j'en fais partout, des citations et des références. Et comme j'ai travaillé sur l'œuvre complète en 20 volumes, eh bien, il y aura un chiffre romain, un chiffre arabe. Le chiffre romain, ce sera le volume. Le chiffre arabe, ce sera la page. Et donc, il y a 5 ou 6 références, pas en bas de page, mais dans la page. Donc là, j'ai vu le fonctionnement. Philippe Val, qui m'interdisait de France Inter, qui était patron de France Inter, et qui en même temps faisait des émissions entièrement consacrées à me démonter. Un téléphone sonne qui m'a été consacré, et il y a quelqu'un qui dit oh, vous auriez au moins pu l'inviter, il aurait pu au moins se défendre, personne ne le défend, tout le monde l'attaque. Et là, Val dit on l'a bien sûr invité, il a refusé de venir, ce qui était évidemment totalement faux. Et c'est là que j'ai découvert que cette fameuse gauche que j'avais idéalisée, elle se comportait d'une manière mafieuse, et après j'ai eu l'occasion de le voir. Donc j'ai commencé avec ça, avec le Freud, puis après j'ai écrit contre Sade. J'ai fait un livre contre Sade qui s'appelle La passion de la méchanceté. Et là, je touchais aux idoles, quoi. On ne touche pas aux idoles, plus qu'on ne touche à Guy Môquet, on ne touche à Sade ou on ne touche... Il y a quelques idoles auxquelles vous ne touchez pas. Alors là, c'est la fascination pour l'univers poétique et imagé de Richard Texier. Le monde de Richard Texier est riche. Vous voyez dans Pierre Soulages, le dernier des impressionnistes, il abolit le sujet, il économise le traitement du sujet, il va directement avec le noir. On sait qu'il dessine tout en noir. Et il ne s'agit pas d'une couleur, le noir, c'est autre chose. Admirateur de Texier et de Soulages, mais critique des tendances nébuleuses de l'art contemporain. Là, je me suis dit, il y a encore un paradoxe, une contradiction, ou un refus d'évolution. Non, mais évoluer pourquoi ? Pour célébrer des gens qui peignent des compotiers aujourd'hui en nous disant que c'est ça la vérité de l'art et qui nous parlent de la beauté comme si on était à l'époque de Marcille Fissin. Moi, je suis un peu consterné d'entendre des gens qui critiquent l'art contemporain. L'art contemporain est critiquable, hein, entendons-nous bien. Après, on va parler de Soulages, mais pour nous dire qu'aujourd'hui, la vraie peinture, c'est de dire je prends justement le compotier et puis je vais y aller, je vais peindre mes pommes et mes bananes et puis ça va être très ressemblant en disant au moins ça c'est beau, c'est de la beauté, c'est la vérité, c'est pas comme les gens d'aujourd'hui qui ceci, qui cela, etc. Je rappelle que je ne veux pas être insolent, mais vous avez vu une peinture de Soulages vraiment dans votre vie ? Oui. Vous voyez bien que... Je vois même son musée. Pardon ? Je vois même un musée de Soulages, vous voyez. Vous Il y a même un musée Soulages, oui, bien sûr, donc oui. Je peux franchir les portes de Soulages. Ah non, mais donc quand Ils on ont fait voit... une petite répétition quelquefois. Allez, chez Picasso, il y a aussi une répétition, chez Balzac aussi, enfin tout le monde se répète. Peut-être une industrialisation de... Écoutez, j'ai eu la chance de le voir choisir des toiles qu'il allait brûler. Un point pour vous. Un point pour vous, mais vous n'êtes pas plutôt fasciné par l'homme que vous rencontrez que par son œuvre ?
Non, j'étais fasciné par l'œuvre. J'ai fait pendant 10 ans des expositions à Argentan où je vivais quand ma compagne était vivante encore. Et les artistes ils venaient parce que je faisais un livre. Donc, et j'ai voulu faire une exposition Soulages à cette époque-là, donc il y a une bonne vingtaine d'années. Et j'étais passé par un monsieur qui s'appelait Pierre Encrevé, qui était un peu le personnage qui faisait les passages, qui effectuait les passages. Et il se fait qu'un jour, grâce à mon ami Robert Combas et Geneviève, qui habitait à 100 mètres à vol d'oiseau, à 7, ils m'ont dit, si tu veux, il aimerait bien te rencontrer. J'ai dit, ben oui, allons-y, bien sûr. On a parlé, j'aimais déjà son travail. J'ai donc découvert l'homme à cette occasion, et là je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, mais vous savez, par Monsieur Encrevé, j'avais souhaité entrer en contact avec vous, et il me dit, mais on me l'a jamais dit. Et évidemment, Encrevé m'avait dit que non, il n'avait pas le temps, il ne pouvait pas, etc. Il me dit, mais non, je serais bien sûr venu, etc. Non, je pense que quand vous voyez l'œuvre, parce que c'est pas la même chose de voir un gros catalogue avec les œuvres de Soulages, où on voit juste un papier imprimé, et puis de voir justement comment ça accroche la lumière, parce que c'est pas de l'aplat, c'est pas une peinture d'aplat, c'est pas du Gauguin, c'est pas du Nabi par exemple. Les Nabis ils font une peinture d'aplat. Vous avez du rouge, le rouge il est rouge, et puis il n'y a que du rouge dans le rouge, et puis voilà. Il travaille avec des instruments que j'ai vus, des instruments qu'il invente, des balais, des brosses, des peignes, ce genre de choses, et il crée dans la matière des matières dans la matière qui permettent à la lumière de s'y accrocher, c'est-à-dire qu'il se passe des choses. Je me suis trouvé il y a quelque temps en Israël chez un riche collectionneur et qui avait une jolie fille, et j'étais juste en face de la jolie fille, et derrière la jolie fille, il y avait une toile de Soulages. J'ai passé le repas devant une toile de Soulages. Et j'ai vu bouger cette œuvre-là, en fonction des lumières qui arrivaient, etc. Alors on peut ne pas aimer ça, mais après il faut rentrer dans le détail de l'histoire de l'art en expliquant pourquoi, quand la photographie s'est mise à faire aussi bien, voire mieux qu'Ingres, on ne pouvait plus peindre comme Ingres. Donc, je pensais que quand vous faisiez toute la dénonciation des mystifications, vous iriez jusqu'à celle d'une certaine forme d'art contemporain. Je veux bien en inscrire Soulages parce que je ne veux pas rentrer en conflit avec vous sur ce sujet. Non, mais on peut. En plus, je pas on peut. Non. Spécialiste. Mais, eh bien, je dis beaucoup que l'art contemporain n'est pas à prendre en bloc ou à rejeter en bloc. Ce sont deux erreurs. Si vous prenez Art Press, par exemple, des Jacques Henrique ou des gens comme ça qui disent, voilà, ça c'est génial, souvent c'est des copains, etc., on peut dire non, c'est pas bon. C'est contemporain et c'est pas bon. Et vous avez aujourd'hui un petit monde très argenté, très friqué, qui tient une partie de l'art contemporain et qui va chercher des vagins de la reine, des tulipes en forme d'anus ou ce genre de choses. Je ne défends pas ça. Je ne dis pas c'est de l'art contemporain, donc il faut défendre. Ou d'autres qui en face disent c'est de l'art contemporain, donc il faut attaquer. Je dis, quand vous regardez la peinture du 19e siècle, parfois vous allez dans des salles des ventes et vous avez des peintures, et ben vous avez des croûtes. Et vous dites, bah ça c'est une croûte, et puis voilà, c'est peut-être une technique impressionniste, c'est peut-être une technique pointilliste, c'est peut-être une technique même abstraite, tout ce genre de choses, mais c'est pas bon. Donc voilà, le temps fait le travail, et puis on dit, bah oui, mais ça tient la route. Il y a quelque temps, je suis allé voir l'exposition Monet, et Boudin, mais j'ai revu quelques Monet que je n'avais pas vues depuis très longtemps, notamment la fameuse impression Soleil levant, etc. Et là, on voit bien que ce que peint Monet, c'est la lumière et les effets de la lumière. C'est la même chose. Il n'était pas d'accord, Soulages, quand je disais qu'il était le dernier impressionniste. On a eu des discussions là-dessus. Mais je dis, il produit les effets de la lumière. Quand il peint je ne sais combien de fois la façade de la cathédrale de Rouen, c'est pas la façade de la cathédrale de Rouen qui l'intéresse, c'est l'effet de la lumière sur cette façade, suivant qu'il est 8h du matin, 9h, 10h, etc. Suivant qu'il pleut, qu'il y a du plein soleil, suivant qu'on est au printemps ou qu'on est en hiver, etc. Et donc, on a beau faire que la peinture soit cosa mentale, c'est Léonard de Vinci. Donc, faut pas croire que il a bien peint le visage de Mona Lisa. Alors après, c'est qui c'était Mona Lisa, ce sourire quand même, etc. C'est fini cette peinture-là. Ça a toujours été une chose mentale et ça l'est encore aujourd'hui. Mais comme c'est contemporain, on n'a pas encore fait le travail qui permettrait de dire ça c'est kitsch. Moi, je pense qu'un tas de gens qui sont aujourd'hui subventionnés, soutenus, justement par le petit monde de l'art, justement par les milliardaires qui sont dans la logique wokiste et qui veulent absolument qu'on fasse l'éloge du transgenre, de genrisme, du métissage ou ce genre de choses, utilisent l'art pour dire ce genre de choses, mais qu'il y a des gens qui font un travail extrêmement intéressant et qui sont aussi des artistes contemporains. Donc le kitsch d'aujourd'hui dans l'art contemporain, je ne l'aime pas.
Je pense qu'il est difficile aujourd'hui d'être un artiste contemporain si vous n'entrez pas dans le kitsch, parce qu'un artiste, il faut qu'il vive, donc il faut qu'il ait un galeriste. Donc le galeriste, s'il commence à l'exposer, on va dire, ah ben celui-là c'est un réac, c'est un conservateur, je ne sais quoi, mais qu'il y a une vraie richesse, et cette richesse, ça me nuise parce que justement, il faut connaître Pinault, il faut connaître quelques inducteurs, je dirais, qui disent, moi je prends, j'expose, puis d'un seul coup, vous ajoutez 3, 4, 5, 0. Je critique ça. Je le critique, hein. C'est-à-dire que pour le dire en 2 mots, je pense qu'on a tort de dire que l'art contemporain c'est nul, et on a tort de dire que l'art contemporain c'est toujours génial parce que c'est contemporain. On doit pouvoir exercer son intelligence en disant ça me plaît, ça dit des choses, ça ne dit rien, ça ne présente aucun intérêt, et puis voilà. Je note, pour conclure sur une note sympathique et non polémique, que la dernière exposition d'un peintre que vous avez été voir, c'est un peintre qui a peint la Normandie, bien évidemment, Monet, qui a peint la Normandie, aucune contradiction, donc en revanche, toujours avec votre amour pour la Normandie, évidente, toujours très présente dans l'ouvrage, et incidemment pour Charlotte Corday. Voilà. Oui, pas incidemment, je la trouve majeure. C'est mon héroïne de la Révolution française. Dis-moi qui tu chéris dans la Révolution française et je te dirai qui tu es, d'une certaine manière. Ceux qui aiment Robespierre disent beaucoup. D'autres qui préfèrent Mirabeau, d'autres qui préfèrent Danton disent aussi beaucoup de choses. Et moi, j'aime cette femme qui est une girondine. C'est pas du tout ce que la Varande raconte. Hein, oui, c'est pas un petit personnage frêle qui... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle a lu 500 brochures, elle se tient très au courant, et puis elle voit les Girondins, les proscrits qui sont à Caen, ils sont pas loin de l'endroit que j'habite d'ailleurs aujourd'hui, la maison a été détruite pendant la guerre, mais et puis elle dit, mais ils font des chansons, ils rigolent, ils boivent des coups, enfin ça m'intéresse pas, moi il faut faire quelque chose, quoi. Et elle se décide, on connaît l'histoire, à aller assassiner Marat. C'est une erreur, parce que... Le tyrannicide est très romain, elle est descendante de Corneille, elle adore Plutarque et elle se dit, si on tue le tyran, il n'y a plus de tyrannie. Or, le tyran, pour le coup, c'était pas Marat, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. On poursuit. Et ça a même, hélas, déclenché la terreur, parce qu'ils ont profité de l'assassinat de Marat, c'était à contre-emploi. On poursuit la lecture et tout cela dans l'éternité sans bord. Votre journal hédoniste, il est publié chez Albin Michel, il est en vente sur le site TVL. Vous allez dans la boutique de TVL sur tvl.fr et vous retrouvez le nouvel ouvrage de Michel Onfray, dont je vous remercie une nouvelle fois d'être venu l'évoquer ici sur TVL. Merci à vous. Merci.